Dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Almami Kaloko, président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée, Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Francis Mouketo, politologue. On passe tout de suite à notre grand angle. Et un budget revu légèrement à la hausse au Cameroun, plus 3,8% dans le budget de finances 2018. Une révision sur ordonnance du président de la République, Paul Biya. Il est intervenu après une visite du Fonds monétaire international dont le Cameroun est entré depuis un an dans le programme. Les détails avec Adijatou Badawi. La loi de finances 2018 au Cameroun vient d'être amendée dans une ordonnance signée du président de la République, Paul Biya. 2 points caractérisent cet amendement. La hausse du budget 2018 à 3,8%, passant ainsi de 8,11 millions de dollars à 8,34 millions de dollars, et l'augmentation des emprunts internationaux dans un besoin d'équilibre tout en se conformant aux exigences du Fonds monétaire international. Le gouvernement camerounais prévoit d'opérer des changements, parmi lesquels anticiper les revenus pétroliers plus importants au profit de la remontée des prix du baril de pétrole sur le marché international. Il fallait intégrer de nouvelles institutions qui ont été créées après l'adoption de l'actuelle loi de finances. Le chef de l'État a mis en place le Conseil constitutionnel. Il fallait l'intégrer dans la loi de finances. Et il y a également le ministère de la décentralisation du développement local qui a été créé le 2 mars 2018. Cette loi de finances 2018 a été amendée pour justement permettre au gouvernement camerounais d'améliorer sa gestion des finances publiques et de sa dette pour une meilleure maîtrise des risques budgétaires. Alors, sous le coup, on a quand même beaucoup plus de conséquences positives que négatives. On va voir la trace de l'augmentation du coût du baril de pétrole sur le marché mondial. Il y a également un aspect sur le paiement de la dette intérieure. L'enveloppe qui est dévolue au paiement de la dette intérieure va être augmentée de quelques milliards de francs CFA. Nombreuses sont les conséquences observées suite à l'amendement de la loi de finances 2018. Le déficit public, par exemple, va s'accroître pour atteindre 2,6% du PIB contre 2,3% prévu initialement en raison des dépenses imprévues dues aux subventions énergétiques et aux dépenses liées à la sécurité. Bien plus, l'assiette de l'impôt sera élargie pour atteindre le potentiel fiscal du pays et réduire le recours à l'endettement pour exécuter les plans ambitieux du gouvernement en matière de développement des infrastructures. Alors sur cet amendement de la loi de finances, Patrick Boyo, vous pointez un certain nombre d'incohérences. Bon, parfois quand on joue aux apprentis sorciers, il faut savoir un petit peu utiliser un peu plus d'illumination pour pouvoir illuminer ceux qui sont illuminables. Je retiens qu'on parle de 176 milliards de hausse du budget par rapport au budget de l'année dernière. Or, je note, et en même temps, on nous dit que c'est parce qu'il y a eu essentiellement création de 2 institutions. Le ministère de la décentralisation et du développement local, mais aussi le Conseil constitutionnel. Parce que quand on était en 2017, on ne savait pas que déjà ça devait être mis en place. Je rappelle qu'il y a eu déjà des textes, des lois qui ont été votées en amont pour l'entrée en vigueur du Conseil constitutionnel au cours de cette année et que le gouvernement et le président Biya le savaient. Mais ils ont fait exprès de ne pas le prévoir. Ça, c'est un fait. Mais sur les 176 milliards de dollars, ce qui est encore une supercherie, sur les 2 institutions qui étaient censées être budgétivores, justifier ce montant, n'ont bénéficié que de 14 milliards, c'est-à-dire 2,5 milliards, moins de 2,5 milliards, c'est-à-dire 2,5 milliards de dollars, de francs CFA, pardon, pour le Conseil constitutionnel et 11 milliards 477 millions de francs CFA pour le ministère de la décentralisation. Si vous faites les calculs, 176 milliards moins 14 milliards, 162 milliards qui ne sont pas justifiés. Qu'on explique aux Camerounais pourquoi il y a 162 milliards de francs CFA supplémentaires. Parce qu'on dit essentiellement 2 institutions dont le budget ne consacre en réalité que 14 milliards de francs CFA. Je pense qu'on doit arrêter de jouer avec l'argent public. On doit expliquer aux Centrafricains la vérité que le président Biya fait beaucoup de dépenses chaque année pour des raisons personnelles, mais aussi il y a la guerre qui coûte beaucoup d'argent aux Camerounais
et que les Camerounais vont devoir payer des dettes plus tard parce que M. Biya ne veut pas négocier avec les rebelles, avec les anglophones, pour arriver à trouver une solution à l'amiable. Et ce sont les Camerounais qui le payeront plus tard. Francis Mouketo. Alors, je vais juste dire que la dette est soutenable, et un peu soutenable au Cameroun. Donc je peux juste attirer l'attention des autorités pour mieux gérer cette dette-là. Le Cameroun est quand même un des pays où il y a beaucoup de ressources humaines, où il y a une diversification de l'économie par rapport aux autres, où il y a une stabilité politique, en gros, en dehors effectivement des poches de résistance ethnique ou linguistique de cette population anglophone qui est opposée à la politique de Biya. Bon, ce qu'on peut reprocher à ce président, c'est d'être aussi longtemps au pouvoir, comme toutes les dictatures, mais la dette est quand même plafonnée à 70% du PIB. Donc je pense que le Cameroun a été accompagné par le FMI. Ils ont bénéficié l'accession au PPTE avec effectivement une réduction de la dette. Donc on peut peut-être dire au niveau économique, puisqu'il surfe entre 5%, 5,8% de PIB de croissance annuelle, on peut le dire. Mais politiquement, alors là aussi, comme en République démocratique du Congo, il faudra que les politiques puissent transcender pour faire passer le témoin à d'autres générations. 85 ans, c'est trop. Alors, avec cet amendement, il s'agit véritablement de s'aligner sur les recommandations du FMI, mais aussi sauver la deuxième tranche qui devrait être débloquée par l'institution Al-Mami. Oui, il s'agit d'obéir aux injonctions des institutions de Bretton Woods, comme toujours, en l'occurrence, pour ce cas-ci, le FMI. Moi, je suis contre toutes ces mesures que prennent ces institutions parfois, qui sont aux antipodes des réalités de nos États. Ils sont à Washington. Je ne suis pas pour la hausse du budget de l'État, parce que c'est basé sur des prévisions qui sont fantaisistes, hypothétiques, des prévisions de recettes, de taxes, et ils anticipent aussi sur l'augmentation du prix du pétrole. Et dans cette ordonnance également, ils donnent l'autorisation au gouvernement de faire des emprunts. C'est vrai que la dette au Cameroun est soutenable, mais ça va. L'essentiel de ces emprunts-là vont passer dans la corruption. Il vient d'en faire une démonstration éloquente. Donc, moi, mon sentiment, en tout cas pour le cas du Cameroun, je pense qu'il faut cesser de faire des lois de finances qui ne sont pas réalisables. Et il faut cesser de faire des emprunts pour davantage enfoncer l'économie des États. Et puis politiquement, il a dit aussi, ça n'est plus à démontrer. Mais est-ce que le Cameroun n'avait d'autre choix que de rentrer dans le programme du FMI ? Il n'avait pas de choix. Voilà, on a vu que les autres pays de la sous-région sont également entrés dans le programme. Il faut que les Africains pensent leur FMI. Il y a des pays européens qui refusent l'aide parfois du FMI. C'est parfois une humiliation pour ces États que de se soumettre au programme du FMI. Je peux vous répondre sur ce point pour dire que le Ghana a déjà dit non au FMI. Exactement. Ça, c'était bon, c'est un bon début. Mais pour le moment, on est encore loin d'avoir notre propre FMI. Hein, parce que quand on ne sait pas déjà financer notre propre organisation il faut être dans cette logique panafricaine, l'Union africaine, c'est un peu compliqué. On ne peut pas d'un côté dire qu'on est indépendant et de l'autre tendre la main aux institutions qui finalement nous imposent des mesures qui ne sont pas bonnes pour notre économie, des coupes budgétaires dans l'éducation, dans certains domaines, alors que voilà, il faut parfois investir. Je sais que parfois on peut emprunter, prendre de l'argent auprès des banques, mais si l'argent est utilisé à bon escient, ça crée
crée de l'emploi, ça fait... Mais est-ce que cela ne doit pas se faire progressivement? Alors, le cas du Ghana est totalement particulier, mais le fonctionnement du Cameroun, en tout cas des États d'Afrique centrale, ne fonctionnent pas exactement de la même manière que des États d'Afrique de l'Ouest comme un pays comme le Ghana. La différence éloquente entre les deux pays, simplement, le Ghana, sur le plan démocratique, est un exemple à la matière. Alors que le Cameroun, Biya est là depuis plus de 30 ans au pouvoir. Donc il n'y a pas de démocratie. Au Ghana, tous les présidents qui viennent, ils organisent des élections libres et transparentes et passent la main aux autres. Alors peut-être au-delà de la politique, c'est la structure même de l'économie. La structure même de l'économie, oui. C'est tout à fait humiliant pour un pays comme le Cameroun qui se retrouve un peu dans un cercle vicieux. Puisque pourquoi le Cameroun s'est un petit peu couché devant le FMI pour le deuxième rendez-vous qui est prévu au mois de juillet, la validation du rapport qui a été réalisé au mois de mai. C'est simplement parce que le Cameroun dit ceci. Nous avons besoin de la validation du FMI pour pouvoir derrière emprunter de l'argent à la France, à l'Union européenne, ainsi qu'au FMI et à la Banque mondiale en même temps. Donc, il demande au FMI en réalité, l'État camerounais demande au FMI en réalité de lui donner une caution morale, si je peux dire, ou financière, pour pouvoir ensuite aller emprunter chez le gouvernement français, chez la Banque mondiale, même pas le club de Paris, le club de Londres, ça viendra plus tard. D'abord, les quatre que j'ai cités là, la France, l'Union européenne, la Banque mondiale et le FMI lui-même, afin de pouvoir soutenir sa dette qui est déjà constituée en grande partie des créances de ces quatre que je vais déjà citer. Donc c'est un cercle vicieux pour les Camerounais. Les pauvres Camerounais vont devoir encore passer des années à payer la dette et à se retrouver dans un système que Paul Biya fait perpétuer depuis 30 ans maintenant, mais qui n'apporte aucun développement au Cameroun. La preuve en est que la partie anglophone aujourd'hui s'est rebellée, demande la sécession parce qu'il ne voit aucune perspective. Depuis 30 ans, on est dans le même jeu, dans le même système, à faire toujours appel à la France. Et en même temps, on dit qu'on ne veut pas sortir du franc CFA parce qu'il y a une certaine garantie de la stabilité. Et cette stabilité n'apporte manifestement aucun développement, aucun progrès économique ni structurel au Cameroun. Le Rwanda ne fait pas partie du franc CFA, je le rappelle d'ailleurs. Pardon ? Le Rwanda ne fait pas partie de la zone franc. Oui, mais nous parlons là du Cameroun. Non, je dis, voilà. Son économie se porte bien, c'est un pays prospère. Les pays francophones qui s'arriment à la zone franc pour le fait de sa stabilité, mais ils ne sont pas développés. Regardez le Ghana qui n'est pas dans une zone franc, regardez le Rwanda. Donc, ce n'est pas le Nigeria a sa monnaie aussi, il va très bien. Le Maroc. Le Nigeria est en récession. Oui, mais ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort. Je pense qu'on en a d'ailleurs parlé avec vous. Ils sont sortis de la récession parce que le président de la banque nigériane a pris des mesures fortes pour arriver à dévaluer la monnaie et à faire une stabilité qui a permis la stabilité. Aujourd'hui, aucun pays de la zone franc CFA ne peut le faire. Alors, on a cette liberté. Voilà pourquoi on dit toujours que le franc CFA est une corde au cou des pays africains. Mais pour parler des exemples économiques, au-delà du pays que vous venez de citer, je peux citer tant d'autres pays qui ont leur propre monnaie, ça marche très bien. Le Kenya, l'Éthiopie, qui est la plus forte progression économique africaine, réelle et vivable. Ça n'est pas un gage de développement, mais le franc CFA non plus. Parce qu'il y a des pays qui ont leur propre monnaie, qui font aussi beaucoup de planches à billets. Nous connaissons les effets pervers de cette politique monétaire-là aussi. Et donc, je pense que ce que vous avez évoqué là tout à l'heure, c'est un problème structurel. Il l'a dit, l'économie camerounaise est très diversifiée, mais on ne peut pas comprendre qu'il n'arrive pas à s'en sortir et toujours faire recours au FMI, aux institutions de Bretton Woods pour s'en sortir. Alors, la tare dans tous ces pays, plutôt les pays d'Afrique centrale, puisque vous avez vu avec la baisse du cours des matières premières, notamment ceux du pétrole, cette baisse a entraîné une vraie crise financière dans la zone CEMAC. Le Tchad, le Congo-Brazza, sans vous interrompre, le Tchad, le Congo-Brazza, tous sont sous le programme du FMI. Voilà, et donc dire que ne pas avoir besoin du FMI alors que ces pays sont signataires du FMI, alors on ne peut pas refuser que le FMI vienne à la rescousse comme d'habitude. Mais c'est le peuple qui effectivement subit les exigences du FMI. Et là,
j'appelle aussi à ce que les dirigeants puissent mieux gérer leurs économies, puissent avoir une gouvernance politique, une gouvernance économique saine, qu'ils puissent s'attaquer, bien entendu, aux anti-valeurs. Je vais parler de la corruption qui sévit de la tête du sommet de l'État jusqu'au planton et tous ces anti-valeurs, l'impunité, que tous ces États puissent être dans un dispositif d'un État de droit, c'est-à-dire qu'il y ait une sanction quand on vole. Mais généralement, dans tous ces États, quand les ministres volent, ils ne sont pas sanctionnés, ils ne vont pas en tôle. Il faudra effectivement transcender tout cela, que la règle, que la punition soit une règle et que tous ceux qui ont des comptes offshore, qui pillent les ressources de leur pays, puissent les rapatrier pour pouvoir construire ces pays. Et sinon, ils subiront et continueront à subir, bien entendu, les exigences du FMI, qui les mange avec une fourche codine. Le FMI a mis pas mal de pays en faillite. On connaît le cas de l'Argentine. Moi, ce que je dis simplement, parfois, ils imposent des mesures qui ne sont pas en cohérence avec nos réalités, qui ne nous permettent pas, qui nous asphyxient parfois. Quand le FMI dit de ne pas financer les agriculteurs, alors que les pays développés avec la politique agricole commune continuent de subventionner les agriculteurs, et ce qui fait que nos agriculteurs ne sont plus compétitifs sur le marché international, qu'est-ce que vous dites? Mais si le FMI s'impose aux pays africains, c'est parce que les pays africains vont vers lui. Ce n'est pas le FMI qui vient chercher les pays africains. Ce sont nos pays qui vont vers le FMI pour quémander. J'appelle à une prise de conscience. Mais ce n'est pas une question de prise de conscience, c'est une question de changement de leadership. Et de mentalité. De mentalité. Cette prise de conscience deviendra... Je vous ai parlé de Paul Biya qui est là depuis 30 ans. Mais on est d'accord. Combien de plans Paul Biya a fait avec le FMI. Oui. Il a signé le programme d'ajustement structurel. Oui. Il a signé le PPTE. Il a signé le programme de surveillance là qu'il a. Combien de programmes il a fait avec le FMI? Lui, le même Paul Biya, avec les mêmes dirigeants, avec les mêmes ministres, le même pléthore qui le suit. Le mal est dans les antivaleurs. Comment voulez-vous qu'on puisse dire à ces gens, prenez conscience? Ils ne prendront pas conscience. Il faudrait simplement changer de classe dirigeante, changer de leadership. On est d'accord sur le constat, mais parfois les dirigeants qu'on appelle pour le renouvellement ne sont pas aussi des exemples. Quand ils viennent, ils continuent à perpétuer les systèmes qui dénoncent c'est avant. On voit le cas de Macky Sall, la famille, beaucoup d'entourages qui sont trempés dans certaines affaires. Et il finira comme Wade. Il finira comme Wade, parce que Wade, quand il était arrivé, on reprochait les mêmes choses à Diouf. Et petit à petit, et les Sénégalais vont en progressivement, vont crescendo à comprendre. Je ne suis pas sûr non plus que Bemba, que vous plébiscitez de tous vos voeux, sera un exemple s'il arrive en tout cas, briguer la magistrature suprême en République démocratique. Mais nous sommes dans un cycle perpétuel. Pour que la France et les pays, les grandes démocraties arrivent à ce qu'ils sont aujourd'hui, les pays, pas les grandes démocraties, les pays européens, ils sont passés par des morts, par des génocides, par des situations terribles. Il y a eu quand même Hitler, il y a 70 ans, il y avait un Hitler ici en Europe. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est là, elle est la locomotive de la démocratie et de la stabilité dans l'Europe. Il est passé par le maquis, il a pris les armes. Mais ce n'est pas non plus un très bon modèle, Kagame. On ne va pas changer le débat. On ne va pas changer le débat. Mais ce n'est pas un modèle économique, Kagame. Vous construisez 5 immeubles. Est-ce qu'il faut sacrifier le développement sur l'autel de la démocratie? Je vous dis que Kagame construit 5 immeubles à Kigali. Aucun Kigalois, si je peux le dire ainsi, ou Kigalien habite dans cet immeuble et dans les villes et dans les villages. Les gens on ne l'entend plus. C'est pas un modèle économique. On arrive au terme de cette émission, messieurs, s'il vous plaît. Pas du tout. Le Rwanda n'est pas un modèle économique. On arrive au terme de cette émission. Alors, voilà, on n'a pas eu le temps, mais on en reparle très, très largement demain de la question du travail des enfants. On en parlera donc très, très largement en début d'émission demain, jeudi. Merci à tous les
les trois d'avoir accepté notre invitation. Almami Kaloko, je rappelle que vous êtes le président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. Francis Mouketo, vous êtes politologue. Patrick Mboyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Merci beaucoup pour les débats de ce soir. Et un grand merci bien sûr à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve bien sûr demain. Très bonne soirée.